Ma bosse, qui es-tu? Et qu'est-ce que tu fais dans ce bout du monde, au milieu de nulle part? La voix du vieil homme sortit rauque, méfiante, chargée de surprise. Ali, debout sur le seuil de cette maison en torchis perdu dans le sertan du Pernambouc, ne pouvait en croire ses yeux. Une jeune femme, belle, seule, en pleine nuit, frappant à la porte d'un homme de 70 ans qui vivait complètement isolé du monde. « S'il vous plaît, monsieur, » dit la jeune femme, sa voix tremblante de fatigue. « Mon nom est Maria, je voyageais vers Karuaru, mais je me suis perdu dans la Caatinga. Il fait noir, il fait froid, je n'ai nulle part où aller. S'il vous plaît, laissez-moi passer juste une nuit ici. Je partirai à l'aube, je vous le promets. » Le vieil homme resta immobile. Il la regardait simplement. Ses yeux parcoururent son visage, ses cheveux noirs tressés, ses yeux effrayés, marrons, sa peau mate éclairée par la faible lumière de la lampe à pétrole qu'il tenait. Quelque chose d'étrange se produisit en lui, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des décennies, une attirance, un désir, une faim ancienne qu'il croyait morte et enterrée. « Entre », dit-il enfin, ouvrant complètement la porte en bois. Maria entra dans la petite maison. Juste 2 pièces, un sol en terre battue, des murs en torchis fissurés par le soleil, un plafond bas en bois et en vieilles tuiles. « Couche-toi là-bas, dans ce coin, » dit le vieil homme, en désignant une natte au sol avec un drap fin. « Repose-toi, tu dois être épuisé. »« Merci beaucoup, monsieur, » dit Maria, soulagée. « Vous m'avez sauvé la vie. » Elle s'allongea, se couvrit d'une couverture en coton usé, et en quelques minutes, vaincue par la fatigue absolue du voyage à travers la Caatinga sèche, elle s'endormit profondément. Mais le vieil homme ne dormit pas. Il resta allongé dans son hamac, de l'autre côté de la pièce. La regardant, juste la regardant, la faible lumière de la lampe projetait des ombres dansantes sur les murs de torchis. Et dans ces ombres, le vieil homme voyait des choses, pensait des choses, ressentait des choses qu'il ne devrait pas ressentir. Au milieu du sertan aride du Pernambouc, où la Caatinga s'étend à perte de vue, se dressait une petite maison en torchis. Dans cette maison vivait un homme de 70 ans, complètement seul, sans famille, sans amis, sans personne. Juste lui, le silence de la Caatinga et les bruits nocturnes des animaux sauvages. Et cette nuit-là, quelque chose se produisit qui allait tout changer. Quelque chose qui révélerait un secret si profond, si impossible, qu'il défierait tout ce que vous croyez sur l'amour, la malédiction et la rédemption. Il était tard dans la nuit lorsque Maria sentit quelque chose, une présence, quelqu'un près d'elle. Elle ouvrit lentement les yeux et se figea. Le vieil homme était là, debout, à côté d'elle, la regardant de haut en bas, avec ce regard étrange, intense, perturbant. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-elle, se redressant rapidement, le cœur battant de peur. « Rien, ma fille, » dit le vieil homme, sa voix sortant basse, presque un murmure. « Je suis juste venu t'apporter cette couverture pour que tu n'attrapes pas froid. La nuit dans le sertan est traîtresse, on dirait que le froid vient de sous la terre. » Il tendit une vieille couverture en coton. Maria prit la couverture avec des mains tremblantes, pas de froid, de nervosité. « Merci, » dit-elle sèchement, se couvrant rapidement, « mais vous pouvez retourner dans votre hamac maintenant. » Le vieil homme resta immobile quelques secondes de plus, juste en la regardant. Ce regard qui faisait sentir à Maria un frisson dans le dos qui n'avait rien à voir avec la température. Enfin, il se retourna à son hamac et s'allongea. Mais ses yeux restèrent ouverts, fixés sur le plafond en bois. Pensant, planifiant, Maria ne put plus dormir correctement non plus. Elle resta là, alerte, serrant la couverture, comptant les minutes jusqu'à ce que le soleil se lève. Quand les premiers rayons de soleil entrèrent par la fente de la fenêtre, Maria se leva rapidement. Elle rangea la natte, plia la couverture et se prépara à partir. « Je m'en vais maintenant, monsieur, » dit-elle au vieil homme, qui était déjà réveillé, assis sur un banc en bois. « Merci beaucoup pour l'hospitalité. Que Dieu vous bénisse. »« Où vas-tu, ma fille ?» demanda le vieil homme en se levant rapidement. « Karuaru est loin d'ici, très loin.
au moins 50 kilomètres de Kaatinga. Tu es une jeune fille, seule. Tu ne connais pas le chemin. » Il s'approcha, posait sa main sur son épaule. Maria sentit un frisson désagréable. « Reste ici encore un jour, dit-il, sa voix portant quelque chose d'étrange. Demain, je te trouverai un moyen de transport avec quelqu'un qui passe par ici. »« Ce n'est pas nécessaire, monsieur. Je peux... » »« J'insiste, l'interrompit-il, serrant légèrement son épaule. Le serpent ne pardonne pas à ceux qui partent sans savoir où ils vont. Il y a des serpents, des jaguars. Il y a aussi des mauvaises personnes. » Maria hésita. Elle regarda la porte. La vaste Kaatinga sèche là-bas, le soleil déjà fort du matin. Elle ne connaissait vraiment pas le chemin. Elle n'avait pas assez d'eau, pas de nourriture. D'accord, accepta-t-elle à contre-cœur. Mais juste une nuit de plus. Demain, je partirai de toute façon. Un petit sourire apparut sur le visage du vieil homme, presque imperceptible, comme si un plan commençait à se former dans son esprit. La journée passa lentement. Le vieil homme resta assis devant la maison sous un juazeiro. Regardant, toujours en regardant, Maria essaya de rester occupée. Elle aida à balayer la maison, lava quelques vieilles assiettes, n'importe quoi pour ne pas avoir à affronter ce regard. Mais elle le sentait. Elle le sentait tout le temps, ses yeux collés sur elle, comme si elle était un morceau de viande et lui un chien affamé. « Vous vivez ici depuis longtemps ?» demanda-t-elle, essayant d'engager la conversation pour briser le silence gênant. « Beaucoup d'années, » répondit le vieil homme. « Ma femme est morte, mes enfants sont partis à la ville, ils m'ont laissé ici tout seul. Je suis désolé. Moi aussi j'étais triste, mais on s'habitue à la solitude. » Il fit une pause. Et quand il parla de nouveau, sa voix était différente, plus basse, plus chargée. Jusqu'à ce que quelqu'un apparaisse pour briser cette solitude. Maria sentit un froid dans le ventre. Elle ne répondit pas. Elle retourna à l'intérieur de la maison. La nuit tomba à nouveau. Maria s'allongea sur la natte, mais cette fois, elle ne ferma pas complètement les yeux. Elle resta en alerte, attentive à tout bruit, tout mouvement. Le vieil homme était dans le hamac, se balançant doucement. Le grincement de la corde contre le bois était le seul son en plus des grillons et des cigales dehors. 1 heure passa, 2 heures. Maria commença à se détendre. Peut-être qu'il ne ferait rien. Peut-être qu'elle avait imaginé des choses. Ce fut alors qu'elle entendit. Le grincement du hamac s'arrêta. Des pas doux sur le sol en terre battue. Quelqu'un s'approchait. Maria ouvrit brusquement les yeux. Et il était là, le vieil homme, à côté d'elle, accroupi, sa main tendue, presque touchant ses cheveux. « Qu'est-ce que vous faites ?» hurla-t-elle, s'éloignant rapidement. « Je suis juste venu t'apporter un oreiller, balbutia-t-il, tenant un vieux oreiller en tissu. Tu dormais de travers. J'ai pensé que ton cou te ferait mal. Je ne veux aucun oreiller. » Maria tremblait de colère et de peur. « Retourne dans ton hamac, maintenant !» Le vieil homme recula, lentement. Retourna au hamac. Mais avant de s'allonger, il murmura doucement, pensant qu'elle ne l'entendait pas. « Demain, elle partira. C'était ma dernière chance. Je ne peux pas la laisser partir comme ça. Je dois trouver un moyen de la faire rester 1 nuit de plus. » Maria entendit chaque mot, et la peur qu'elle ressentait se transforma en panique absolue. Le matin, Maria se leva déterminée. « Monsieur, je m'en vais maintenant. Avez-vous trouvé un moyen de transport ?» Le vieil homme la regarda, pendant un long moment, comme s'il mesurait combien il pouvait mentir sans qu'elle s'en aperçoive. « Pas encore, dit-il enfin. Mais j'ai entendu dire qu'un troupeau de bouviers passera par ici aujourd'hui. Ils vont à Karuaru. Tu peux partir avec eux. »« Aujourd'hui » demanda Maria, la méfiance grandissant. « Vous en êtes sûr ?»« Absolument. J'ai connu le chef du troupeau hier. Il est passé ici pour prendre de l'eau. Il a dit qu'il reviendrait ce soir et partirait demain matin. » L'histoire semblait plausible. Les troupeaux de bouviers passaient effectivement par la région. « D'accord, » accepta Maria, mais sa voix était chargée de méfiance.
Mais c'est la dernière nuit. Demain, je partirai avec ces bouviers ou seul. D'une manière ou d'une autre, je partirai. Bien sûr, ma fille, bien sûr. Mais le sourire qui apparut sur son visage était le sourire de quelqu'un qui venait d'obtenir exactement ce qu'il voulait. La journée passa encore plus lentement que la précédente. Maria mangea à peine, parla à peine, resta assise dans un coin serrant ses genoux, comptant les heures. Le vieil homme se promenait dans la maison, rangeait des choses, toujours en passant près d'elle, toujours en trouvant des excuses pour s'approcher. « Tu veux de l'eau, ma fille ? » ?»« Non, merci. »« Tu veux que je te prépare à manger ? » ?»« Je n'ai pas faim. »« Tu as chaud ? Je peux ouvrir la fenêtre. » Ça va comme ça. Chaque interaction était une gêne. Chaque regard était une invasion. Quand la nuit tomba enfin, Maria s'allongea sur la natte. Mais cette fois, elle décida qu'elle ne dormirait pas. Pas une minute. Elle resterait éveillée toute la nuit. Aux aguets, alerte. Mais la fatigue est cruelle. Après 3 nuits de mauvais sommeil, marchant dans la Caatinga, ayant peur, le corps de Maria s'éteignit simplement. Ses yeux se fermèrent, et elle dormit. Elle dormit profondément. Ce fut alors que le vieil homme se leva du hamac. Cette fois, ses mouvements étaient plus audacieux, plus déterminés. Il s'approcha, s'assit à côté d'elle, posa sa main sur ses cheveux, caressa doucement. Maria ne se réveilla pas. Encouragé, il descendit sa main, toucha son visage, sa joue, son cou. Ce fut alors que Maria bougea légèrement. Le vieil homme se figea, le cœur battant de peur d'être découvert. Il retourna rapidement au hamac, s'allongea, faisant semblant de ne jamais en être sorti. Mais quelque chose en lui avait changé. Il avait franchi une ligne, et maintenant, il n'y avait pas de retour en arrière. Le désir qu'il ressentait s'était transformé en obsession, et l'obsession commençait à consumer les derniers vestiges de décence qui lui restaient. Quand le soleil se leva, Maria ouvrit les yeux avec un sursaut. Elle avait dormi, elle avait baissé sa garde. Et maintenant, elle sentait quelque chose d'étrange, comme si quelqu'un l'avait touchée pendant la nuit. Elle regarda le vieil homme. Il était dans le hamac, apparemment endormi. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Sa respiration était trop rapide pour être un vrai sommeil. Maria se leva rapidement, rangea ses affaires et alla droit au but. « Où sont les bouviers ? Sont-ils déjà passés ?» Le vieil homme ouvrit lentement les yeux, comme s'il venait de se réveiller, mais Maria savait que c'était un mensonge. « Ils ne sont pas encore arrivés, » dit-il en s'étirant théâtralement. « Comment ça, ils ne sont pas encore arrivés ?» La voix de Maria sortit forte, chargée de colère. « Vous avez dit qu'ils passeraient tôt ce matin. J'ai dit qu'ils viendraient aujourd'hui. Je n'ai pas dit l'heure, » répondit le vieil homme en se levant du hamac. « Ils doivent arriver avant la nuit. Je ne crois plus un mot de ce que vous dites. » Maria explosa. « Il n'y a pas de bouvier, n'est-ce pas? Il n'y en a jamais eu. Vous me mentez. »« Si, ma fille, je te le jure. »« Je m'en vais maintenant !» Maria prit son petit sac avec les quelques affaires qu'elle avait. « Je préfère prendre le risque dans la Caatinga que de rester 1 minute de plus ici. » Elle marcha vers la porte. Mais le vieil homme fut plus rapide. Il se plaça devant elle, bloquant le passage. « Tu ne peux pas partir d'ici. » Sa voix avait complètement changé. Ce n'était plus la voix douce, presque humble. C'était autre chose. Quelque chose de plus sombre, de plus dangereux. « M'écarte-toi » hurla Maria, « ou je crierai si fort que tout le Certeau m'entendra. Crie autant que tu veux, » dit le vieil homme avec un calme effrayant. « Il n'y a personne à des kilomètres d'ici, juste moi. Et toi ?» Maria sentit son sang se glacer dans ses veines. Elle était seule, complètement seule, avec un homme qui n'avait clairement pas de bonnes intentions. « Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» Sa voix sortit tremblante maintenant. « S'il vous plaît. Vous avez l'âge d'être mon père. Mon grand-père même, ne faites pas ça. Ce n'est pas ce que tu penses, dit le vieil homme, mais ses yeux disaient autre chose. La personne que tu cherches peut être bien ici, très près. Maria cligna des yeux, confuse. Comment ça? Quelle personne? De quoi parlez-vous? Tu vas à Karuaru pour chercher quelqu'un, n'est-ce pas?
Le cœur de Maria s'arrêta une seconde. « Comment savez-vous ça ?»« Je sais beaucoup de choses, ma fille, » dit le vieil homme en faisant un pas en avant. Maria recula. « Je sais que tu cherches ton mari. Je sais qu'il a disparu il y a des années. Je sais que tu as déjà cherché à Recife, à Garanun, à Arcoverde. Et maintenant tu vas à Caruaru. » Maria devint blanche comme un linge. « Qui êtes-vous? Comment savez-vous tout ça ?»« Si tu restes ici une nuit de plus, » dit le vieil homme en faisant une pause dramatique. « Demain matin, je te raconterai tout. Et peut-être que tu n'auras même pas besoin d'aller à Caruaru. »« Encore une nuit ?» Maria hurla presque de désespoir. « Vous êtes fou! Vous pensez que je suis idiote? Vous pensez que je ne sais pas ce que vous voulez faire de moi? Ce n'est pas ce que tu penses. Alors, dites-moi maintenant, maintenant !»« Je ne peux pas, » dit le vieil homme en secouant la tête. « Si je te dis maintenant, tout va mal tourner. Il faut que ce soit après une nuit de plus. C'est la seule façon. » Maria le regarda. La porte bloquée. La petite fenêtre trop étroite pour qu'elle puisse passer. Elle était coincée. Et la pire partie, une partie d'elle, une petite partie désespérée, voulait croire qu'il savait vraiment quelque chose sur João, son mari disparu. « Si vous mentez, » dit-elle, la voix tremblante, « si vous me faites du mal, je jure que je ne te ferai rien, » dit le vieil homme en s'écartant de la porte. « Demain matin, tu comprendras tout, et tu me remercieras. » Maria poussa la porte et partit en courant. Elle courut à travers la caatinga sèche, trébuchant sur des pierres, les épines de Mandacaru déchirant sa jupe, le soleil chaud frappant sa tête. Elle courut jusqu'à ne plus pouvoir, jusqu'à ce que ses jambes cèdent, jusqu'à tomber à genoux sur le sol pierreux, haletante, en sueur, désespérée. Ce fut alors qu'elle entendit la voix derrière elle. « Maria, attends !» Le vieil homme, la suivant, haletant aussi, boitant légèrement. « Laisse-moi tranquille !» hurla-t-elle sans se retourner. « Ton mari !» hurla le vieil homme en retour. « Son nom est João da Silva. Vous vous êtes mariés à l'église Nossa Senhora das Dores à Pesqueira. Il avait une cicatrice sur le bras droit de quand il est tombé de cheval quand il était enfant. Il jouait de l'accordéon. Et sa chanson préférée était Asa Branca. » Maria se figea. Chaque mot que le vieil homme disait était vrai. Chaque détail. Chaque information que seul quelqu'un très proche de João pourrait savoir. Elle se retourna lentement. « Comment savez-vous tout ça ?» Le vieil homme était là, à environ 10 mètres, respirant avec difficulté. Le soleil de midi créant des ombres profondes sur son visage ridé. « Reviens à la maison, dit-il. Passe une nuit de plus, juste une. Et demain je te raconterai tout. Je te le promets. Je le jure sur l'âme de ma mère qui est déjà morte. » Maria resta là, immobile. Avec le vent chaud du serton soulevant la poussière autour d'elle, elle avait 2 choix, continuer, seule, sans assez d'eau, sans connaître le chemin, risquant de mourir de soif dans la Caatinga, ou revenir, passer une nuit de plus dans cet endroit, avec cet homme étrange qui savait des choses impossibles sur son mari. « Si vous me touchez, » dit-elle enfin, sa voix sortant basse mais ferme, « je jure que je vous tuerai. Je ne sais pas comment, mais je vous tuerai. »« Je ne te toucherai pas, » dit le vieil homme, « tu as ma parole. » Maria prit une profonde inspiration et commença à marcher vers la maison en torchis. Le vieil homme la suivit, mais cette fois, il garda ses distances. L'après-midi passa dans un silence absolu. Maria s'assit sous le juazeiro, le plus loin possible de la maison. Le vieil homme resta à l'intérieur, faisant quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. Quand le soleil commença à se coucher, peignant le ciel en orange et rouge, le vieil homme apparut à la porte. « La nourriture est prête. J'ai fait du pirão avec de la viande séchée. Je n'ai pas faim. Tu dois manger. Demain sera un jour important. » Maria ne répondit pas. Mais après quelques minutes, la faim parla plus fort. Elle entra, mangea en silence, sans le regarder. La nourriture était surprenamment bonne, simple, mais savoureuse. Pirão bien assaisonné, viande tendre, farine grillée. « Merci pour la nourriture, » dit-elle quand elle eut fini. « De rien, ma fille. » Plus de silence. « Puis-je poser une question ?»
demanda le vieil homme. Ça dépend de la question. Pourquoi cherches-tu ton mari avec tant de dévouement? Ça fait combien de temps? 3 ans? 4, corrigea Maria. 4 ans, 2 mois et 15 jours. C'est très long. La plupart des femmes auraient abandonné, auraient trouvé un autre homme. Maria le regarda avec des yeux durs. Je ne suis pas la plupart des femmes, et João n'est pas n'importe quel homme, c'est mon mari, l'homme que j'aime, et je sais, je sens dans mon cœur qu'il est vivant, quelque part, m'attendant. Le vieil homme la regarda pendant un long moment. Quelque chose passa dans ses yeux, quelque chose que Maria ne put identifier. Tristesse, repentir, espoir. Tu l'aimes vraiment, hein? De chaque parcelle de mon âme. Le vieil homme hocha lentement la tête. Alors dors tranquille cette nuit. Demain tu auras tes réponses. La nuit tomba comme un manteau noir sur le serton. Maria s'allongea sur la natte. Mais cette fois, elle décida qu'elle ne dormirait pas. Pas une seconde. Le vieil homme s'allongea dans le hamac. Le grincement de la corde contre le bois était le seul son en plus des grillons et d'une chouette hurlant au loin. 1 heure passa, 2 heures, 3 heures. Maria luttait contre le sommeil. Se pinçait la main pour garder les yeux ouverts, mordait sa langue quand elle sentait ses paupières s'alourdir. Mais c'était impossible. La fatigue des jours, la chaleur de la journée qui épuisait le corps, le ventre plein après ne pas avoir bien mangé depuis si longtemps. Ses yeux se fermèrent. Juste 1 seconde, pensa-t-elle, juste 1 seconde pour se reposer. Quand elle rouvrit les yeux, le vieil homme était là, assis à côté d'elle, sa main dans ses cheveux, la caressant doucement. Maria se figea de peur, ne bougea pas, observa simplement à travers ses cils mi-clos. Le vieil homme continua, descendit sa main vers son visage, caressa sa joue, son cou, puis, soudain, prit sa main et la posa sur sa propre poitrine. Maria sentit son cœur battre rapidement sous la vieille chemise en coton. Ce fut alors qu'elle n'en put plus. Elle retira sa main brusquement, tourna la tête, mais ne cria pas, ne dit rien. Elle fit simplement bien comprendre qu'elle était réveillée, qu'elle savait ce qu'il faisait. Le vieil homme se leva en silence, retourna au hamac, et pour la première fois depuis que tout avait commencé, Maria vit quelque chose sur son visage. Ce n'était pas du désir, ce n'était pas de la luxure, c'était de la douleur, une douleur profonde, comme si chaque toucher lui coûtait quelque chose, comme si chaque moment était une torture. Mais elle ne comprit pas pourquoi, pas encore. Quand le premier rayon de soleil entra par la fenêtre, Maria avait les yeux grands ouverts. Elle n'avait pas dormi 1 seconde de plus après cela. Elle se leva, secoua le sable de sa jupe et attendit. Elle attendit que le vieil homme se réveille pour enfin avoir ses réponses. Mais quand elle regarda le hamac, il était vide. Le vieil homme n'était plus là. « Monsieur » appela-t-elle. « Où êtes-vous » Silence. Elle chercha dans toute la maison, dans les 2 petites pièces, dans la cour. Derrière la maison, rien. Le vieil homme avait disparu. « Je le savais » hurla-t-elle dans le vide. « Je savais que c'était un mensonge, que c'était toute une machination. » Furieuse, elle prit son sac. Elle partirait d'ici. Elle irait à Caruaru. Elle continuerait à chercher João, avec ou sans l'aide de ce vieux fou. Ce fut alors qu'elle entendit une voix, venant du coin de la pièce principale. « Maria ?» Elle se retourna rapidement et faillit laisser tomber son sac par terre. Là, assis sur un banc en bois dans le coin le plus sombre de la maison, il y avait un homme jeune, beau, à la peau claire, aux cheveux foncés, portant des vêtements simples mais propres, et il avait le visage tourné vers le mur, dos à elle. « Qui es-tu » demanda Maria, la voix tremblante. « Tu ne me reconnais pas » dit l'homme sans se retourner. La voix, cette voix. Le cœur de Maria commença à battre de manière incontrôlable. « Non, ce n'est pas possible. Tourne-toi vers moi, Maria, regarde-moi. » L'homme tourna lentement son visage, et quand Maria vit son visage, le monde s'arrêta. Le sol disparut sous ses pieds. L'air sortit de ses poumons. « João » hurla-t-elle. « João, c'est toi, c'est toi !» Elle courut, traversa la pièce en 3 pas, et se jeta dans ses bras. « João,
Juan, Juan, répétait-elle entre les sanglots, serrant son cou avec force, comme s'il allait disparaître si elle le lâchait. Je t'ai cherché, je t'ai tant cherché. Où étais-tu? Où as-tu été tout ce temps? Juan la serra en retour, fort, comme quelqu'un qui serre quelque chose de précieux qu'il pensait avoir perdu pour toujours. J'étais ici, Maria, juste ici, tout le temps. Maria s'écarta un peu, le regarda dans les yeux, ses yeux marrons qu'elle connaissait si bien. Comment ça, ici? Je ne comprends pas. Ce fut alors que la réalisation commença à frapper. Elle regarda autour d'elle, cherchant. Où est le vieil homme? Où est cet homme qui vivait ici? Juan prit son visage entre ses mains. Maria, je suis le vieil homme. Le monde s'arrêta à nouveau. Qu'est-ce que tu dis? Ce vieil homme qui t'a reçu, qui t'a donné à manger, qui t'a demandé de rester, qui savait tout sur toi, sur moi, sur nous. C'était moi. Je suis lui. Lui, c'est moi. Maria secoua la tête, recula. Non, non, tu mens. Ça n'a pas de sens. Assieds-toi ici, dit Juan en la guidant vers le banc. Laisse-moi te raconter une histoire, l'histoire de ce qui m'est arrivé, de pourquoi j'ai disparu, et de pourquoi je suis devenu ce vieil homme. Maria s'assit, tremblante, sans rien comprendre. Mais, ayant désespérément besoin de comprendre, Juan prit une profonde inspiration et commença à raconter. Ça fait 4 ans, Maria. Tu te souviens de ce jour où je suis sorti de la maison pour vendre la cargaison de farine à Caruaru? Maria hocha la tête. Comment oublier? C'était le dernier jour où elle avait vu Juan, le jour où il avait disparu sans laisser de traces. En chemin, continua Juan, je me suis arrêté dans un petit village pour prendre de l'eau, et j'ai vu quelque chose d'étrange, un vieil homme et une jeune fille, très belle, assis sous un arbre. Le vieil homme semblait être un ermite, barbu, cheveux blancs, vêtements déchirés, mais la jeune fille était jeune, belle, pleine de vie. Et j'ai fait une bêtise, Maria, une grosse bêtise. Juan baissa la tête, honteux. Je me suis approché d'eux, en riant, en me moquant. Et j'ai dit à la jeune fille, qu'est-ce que tu fais avec ce vieux? Tu devrais être avec un jeune homme, beau, plein de vie, pas avec ce fossile-là. Je pensais que j'étais drôle, spirituel, galant. Mais j'avais tort, très tort. Maria écoutait simplement, la bouche entr'ouverte, les yeux écarquillés. La jeune fille m'a regardé, continua Juan, sa voix devenant plus tendue, et a dit « Tu te moques de ce que tu ne comprends pas, tu ris de ce que tu ne connais pas. Alors, tu vas apprendre une leçon. » Et avant que je puisse faire quoi que ce soit, elle a soufflé sur moi. Ce n'était qu'un souffle, Maria, un petit souffle. Mais quand ce vent m'a touché, tout a changé. Juan se leva, commença à marcher dans la maison. J'ai senti mon corps me faire mal, mes os craquer, ma peau se rider, mes cheveux blanchir, et en quelques secondes, j'étais devenu un vieil homme de 70 ans. J'ai regardé mes mains et j'ai vu des mains pleines de rides et de taches. J'ai regardé mon reflet dans l'eau et j'ai vu un visage qui n'était pas le mien, un visage vieux, fatigué, brisé par le temps. Maria porta sa main à sa bouche, étouffant un cri. La jeune fille m'a dit « Voici ta punition. Tu t'es moqué d'un amour véritable. Tu t'es moqué de quelqu'un qui a choisi le cœur plutôt que l'apparence. Alors, tu vas vivre comme ce que tu as ridiculisé. Tu seras un vieil homme pour le reste de ta vie. » J'ai imploré, dit Juan en se tournant vers Maria, les larmes aux yeux. J'ai imploré à genoux, j'ai demandé pardon, j'ai promis que je ne ferai plus jamais ça. Mais elle a secoué la tête. La malédiction est lancée. Il n'y a qu'une seule façon de la briser. Bunley, quelqu'un qui t'aime vraiment, vient te chercher. Si cette personne passe du temps avec toi sans savoir qui tu es vraiment, si elle te traite avec bonté, même si tu es un vieil homme inconnu, si elle résiste à toutes les tentations d'abandonner et de partir, alors, et seulement alors, tu pourras redevenir ce que tu étais. Mais il y a une condition, continua la jeune fille. Tu ne peux pas révéler qui tu es, tu ne peux pas le dire. Si tu le dis avant l'heure, la malédiction devient permanente.
Juan tomba à genoux devant Maria. « Je suis venu ici, Maria, dans cet endroit isolé. J'ai construit cette maison et j'ai attendu. J'ai attendu pour toi, parce que je savais que tu viendrais. Je savais que tu n'abandonnerais pas. » Les larmes coulaient sur son visage maintenant. « Et quand tu as frappé à cette porte, il y a 3 nuits, j'ai su que c'était toi, ma Maria, mon épouse, la femme que j'aime plus que tout au monde. Mais je ne pouvais pas le dire, je ne pouvais pas révéler, dit-il désespérément. Si je le disais, je serais resté prisonnier de cette forme pour toujours. C'est pour ça que j'ai fait tout ça, Maria. C'est pour ça que je t'ai demandé de rester, de passer plus de nuits. C'est pour ça que je... » Il s'arrêta, avalant sa salive. « C'est pour ça que je me suis approché de toi la nuit. Ce n'était pas du désir, Maria. Ce n'était pas de la luxure, c'était du désespoir, c'était un besoin, c'était la seule façon de briser la malédiction. Tu devais rester, tu devais passer du temps avec moi, tu devais résister à l'envie de partir. Et tu as résisté. » Juan prit ses mains. « Tu es restée, même avec peur, même méfiante, même en pensant que j'étais un vieux pervers. Tu es restée parce que j'ai dit que j'avais des informations sur ton mari. Tu es resté parce que ton amour pour moi était plus grand que ta peur. Et c'est cet amour, Maria, cet amour pur, véritable, inébranlable, qui a brisé la malédiction. » Il posa sa main sur sa poitrine, sur son cœur. « Quand le soleil s'est levé aujourd'hui, et que j'ai senti que tu étais resté toutes ces nuits malgré tout, la malédiction s'est brisée, et je suis revenu pour toi. » Maria pleurait maintenant, pleurant de soulagement, de joie, de douleur pour tout ce qu'il avait traversé, de culpabilité pour avoir douté. « Juan, mon Dieu, Juan !» Elle l'embrassa à nouveau, plus fort cette fois. « Je ne savais pas que c'était toi. Si j'avais su... » « Je sais, » murmura-t-il à son oreille. « Je sais, tu ne pouvais pas savoir. Et c'est pour ça que ça a marché. Parce que ton amour était inconditionnel. Tu es resté pour moi, pour l'espoir de me trouver, pas pour celui que tu voyais devant toi. » Ils restèrent là, enlacés, pleurant, pendant des minutes qui semblèrent des heures. Enfin, Maria s'écarta, essuya ses larmes, et le regarda dans les yeux. « Plus jamais, dit-elle, sa voix ferme malgré les larmes, plus jamais tu ne disparais de moi, plus jamais tu ne te moques de personne, plus jamais tu ne fais quoi que ce soit qui puisse nous séparer. Plus jamais, promit Juan. J'ai appris ma leçon, j'ai appris que l'apparence ne signifie rien, que le véritable amour voit au-delà du corps, au-delà de l'âge, au-delà de tout. Et j'ai appris que j'ai la femme la plus incroyable du monde. Une femme qui m'a cherché pendant 4 ans, qui n'a pas abandonné, qui a cru quand tout le monde disait d'oublier. » Il embrassa son front. « Tu m'as sauvé, Maria. Tu m'as sauvé de moi-même. » Ils sortirent de la maison en torchis, main dans la main. Le soleil se levait sur la Caatinga. Les premiers rayons dorés peignaient les Mandacarus et les Xic-Xic. Un nouveau matin, un nouveau commencement. « On rentre à la maison ?» demanda Maria. « On y va !» dit Juan en souriant. « On rentre à la maison. » Et ils commencèrent à marcher, à travers la Caatinga sèche, les pierres, les épines. Mais cette fois, ils n'étaient pas seuls. Ils étaient ensemble. Et ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quoi. 3 ans plus tard, Maria et Juan étaient assis sur la véranda de leur maison à Pesquera. 3 enfants jouaient dans la cour, 2 garçons et une fille. « Raconte encore, papa » demanda le garçon le plus âgé de 7 ans. « Raconte l'histoire de comment tu es devenu un vieil homme. » Juan regarda Maria. Elle sourit et hocha la tête. « D'accord, » dit-il en prenant son fils dans ses bras. « Mais écoutez bien, parce que cette histoire a une leçon très importante. Il était une fois dans le sertão du Pernambouc, un jeune homme qui ne connaissait pas la valeur du véritable amour. Et tandis qu'il racontait l'histoire, le soleil se couchait sur la Caatinga, peignant le ciel en orange, rouge et violet. Comme une peinture de Dieu, rappelant à tous que même dans les terres les plus sèches, même dans les endroits les plus difficiles,
L'amour trouve toujours un chemin. Toujours. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Maria et João a profondément touché vos cœurs. Ce voyage nous enseigne des leçons précieuses sur l'amour véritable, le jugement hâtif, les malédictions qui sont en réalité des bénédictions déguisées et le pouvoir de la foi inébranlable. João représente ceux qui jugent sans connaître, qui se moquent sans comprendre, qui blessent avec des mots sans penser aux conséquences. Sa malédiction n'était pas un châtiment cruel, c'était une leçon, une opportunité d'apprendre que la véritable beauté réside dans le cœur, pas dans l'apparence. Maria représente l'amour véritable, cet amour qui ne renonce pas, qui ne se lasse pas, qui cherche inlassablement même quand tout le monde dit d'arrêter. Elle a passé 4 ans à chercher son mari. 4 ans sans savoir s'il était vivant ou mort, mais elle n'a jamais abandonné, parce que l'amour véritable n'abandonne pas. Et quand elle l'a finalement trouvé, sans savoir que c'était lui, elle est restée, elle a résisté, elle a fait confiance. Parce qu'au fond de son âme, même sans le savoir consciemment, elle reconnaissait l'amour de sa vie. Cette histoire nous enseigne que nous devons regarder au-delà de la surface, au-delà de l'âge, au-delà de l'apparence, au-delà de l'évidence. Elle nous enseigne à ne jamais juger l'amour des autres, parce que chaque cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, et elle nous enseigne que l'amour véritable, lorsqu'il est mis à l'épreuve, triomphe toujours. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que cette histoire de malédiction, de rédemption, de foi inébranlable et d'amour qui transcende toutes les barrières vous a ému, laissez la phrase « L'amour est la clé » ci-dessous dans les commentaires. Et s'il vous plaît, laissez un like sur cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer ce voyage émotionnel avec nous. Chaque jour, nous apportons des histoires uniques qui explorent la complexité de l'amour, de la foi, du pardon et de la rédemption. Partagez votre avis dans les commentaires. Vous avez déjà jugé quelqu'un sur son apparence. Vous avez déjà traversé une épreuve qui a testé votre amour. Croyez-vous aux malédictions et aux bénédictions? Votre histoire peut inspirer les autres. Elle peut faire réfléchir quelqu'un à 2 fois avant de juger. Elle peut sauver une relation. Souvenez-vous toujours, ne jugez jamais un livre par sa couverture. Ne vous moquez jamais de l'amour des autres. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un cœur fidèle. Et si vous avez quelqu'un que vous aimez vraiment, chérissez-le. Prenez-en soin. Ne laissez jamais cette personne partir. Parce que le véritable amour est rare. Il est précieux, il est magique. Et quand vous le trouvez, vous devez le protéger de toutes vos forces. À la prochaine histoire. Et que votre amour soit toujours véritable, profond et inébranlable. Amen.